Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet pour explorer un phénomène socio-économique qui est, honnêtement, aussi surprenant que fascinant. On connaît tous ces images de cartes postales des îles Canaries. Mais derrière ça, l'industrie touristique de Grande Canaria abrite une niche économique super mature et étonnamment discrète. Quand on regarde cette station balnéaire baignée par le magnifique soleil de l'Atlantique, on se dit « Ok, c'est le lieu de villégiature familiale par excellence ». Mais détrompez-vous, cette façade super lumineuse cache en réalité une véritable économie de niche. C'est massif, c'est hyper structuré et surtout, ça opère de manière presque totalement invisible pour le vacancier moyen. Du coup, la vraie question qu'on est en droit de se poser, c'est comment une destination plage aussi classique est devenue, ni vue ni connue, la capitale européenne du tourisme, lifestyle pour adultes. C'est vraiment captivant de gratter un peu sous la surface ensoleillée pour comprendre les rouages de cette réalité qui est pourtant juste là, sous nos yeux. Alors, commençons par comprendre ce qu'est vraiment ce secret des Canaries. Faut savoir que dans les années 70, c'était juste un petit refuge naturiste très axé sur la tolérance. Mais la zone de Maspalomas s'est complètement métamorphosée depuis. Oubliez tout de suite les clichés des clubs clandestins un peu glauques. Quand on écoute les touristes, comme cette Britannique dans son ressort 4 étoiles, elle parle d'un cadre luxueux, d'un respect absolu et du fait de ne pas avoir à feindre. En gros, c'est devenu une véritable bulle de liberté, mais en version haut de gamme et pour un public très mature. Et pour que tout cet écosystème tourne rond, ils ont mis en place un système assez génial, le code des bracelets. Ouais, parce que pour gérer un microcosme pareil avec autant de fluidité, il faut une organisation au millimètre. Et l'idée de génie, c'est ce petit code couleur en silicone qu'on vous remet dès votre arrivée à l'hôtel. C'est super simple. Vert, vous êtes ouvert aux rencontres. Jaune, vous observez, vous prenez votre temps. Rouge, exclusif, pas touche, souvent là juste pour le naturisme. Et puis bleu ou noir pour les soirées spécifiques. C'est super élégant parce que ça brise instantanément la barrière de la langue. D'un simple coup d'œil, le consentement est réglé. Résultat, un environnement ultra sécurisé où tout le monde sait exactement à quoi s'en tenir, sans aucun malaise. Et attention, on ne parle pas de petites installations bricolées dans un coin. L'offre dépasse largement l'image stéréotypée qu'on pourrait en avoir. On parle ici de complexes hôteliers entiers, réservés exclusivement aux adultes, avec des règles d'hygiène drastiques. Il y a des salles de jeu immaculées ouvertes 24 heures sur 24, des piscines où le maillot est carrément optionnel, et des équipes d'animation super pro. Le truc le plus dingue, ces établissements luxueux, vous pouvez les réserver en toute transparence sur n'importe quelle grande plateforme de voyage classique. Évidemment, tout ça nous amène à parler gros sous. C'est une économie de niche, oui, mais qui est extrêmement lucrative. Pour vous donner une idée du poids du truc, aux Canaries, le tourisme représente 35% du PIB global. Donc la stabilité de ce marché, c'est juste vital pour eux. Et c'est là que les chiffres deviennent frappants. Là où un complexe familial classique va galérer pendant les creux de la basse saison, plafonnant autour de 70% d'occupation, les hôtels dédiés à ce style de vie, eux, affichent une moyenne impressionnante qui dépasse les 85% toute l'année. C'est un matelas financier inespéré. Et pourquoi ça marchait si bien ? C'est simple, on a affaire au profil économique idéal. C'est une clientèle qui a un revenu disponible très élevé, souvent des couples sans enfants à charge, et qui ne regarde vraiment pas à la dépense quand il s'agit de bien-être, de spa ou de bonnes tables. En plus, ils sont d'une fidélité exceptionnelle, revenant souvent plusieurs fois par an. Du coup, ça a nourri la création d'une véritable micro-économie parallèle, super florissante autour d'eux, avec des chauffeurs privés et des boutiques très spécialisées. Alors, d'où viennent exactement ces touristes ? Le grand pilier du marché, c'est vraiment la clientèle britannique. Entre les vols courts et une culture d'origine déjà bien décomplexée et organisée, ils forment la colonne vertébrale du secteur. Mais ils sont talonnés de très près par les touristes d'Europe du Nord. On pense notamment aux Allemands, aux Néerlandais ou aux Scandinaves, pour qui le rapport au corps libre, ce fameux naturisme sous le soleil, s'intègre de manière hyper naturelle à leur mode de vie. Mais bon, faire tourner une machine pareille, ça amène forcément son lot de défis, surtout en termes de cohabitation. C'est un vrai jeu d'équilibriste au quotidien. D'un côté, on a ce besoin crucial de préserver l'environnement. Prenez les fameuses dunes de Maspalomas. Ces 400 hectares de réserves naturelles organiques ultra fragiles. Le piétinement nocturne dû à toute cette effervescence menace carrément la flore et la faune endémiques. Mais de l'autre côté, l'île a vitalement besoin de maintenir cette activité économique et cette vie nocturne intense pour prospérer. L'équilibre est fragile. À ça s'ajoute ce qu'on peut appeler des frictions urbaines.
Le truc, c'est que l'urbanisme des années 70 n'avait pas vraiment prévu de séparer les choses proprement. Du coup, aujourd'hui, vous pouvez avoir un resort lifestyle super festif qui partage un mur avec une petite résidence paisible pour retraités. Ça crée inévitablement des tensions. Vous imaginez bien les nuisances sonores des fêtes tardives en piscine ou des expositions visuelles pas toujours désirées par les voisins. Les locaux réclament un zonage plus strict, mais la municipalité avance sur des œufs pour ne froisser personne, surtout pas cette clientèle dorée. Ce qui nous amène à la façon dont l'île gère sa communication. C'est tout l'art de la stratégie du non-dit. Parce que oui, la vraie question c'est comment faire la promo d'un secteur aussi rentable sans effrayer le tourisme familial traditionnel. L'office de tourisme local est redoutable à ce jeu-là. Ils utilisent une sémantique hyper prudente. Ils vont vous parler de vie nocturne vibrante, de tolérance absolue ou de complexe adults only. Pour le grand public, ça passe crème, l'image rassurante et sauve. Mais pour les initiés du marché, c'est un signal clair comme de l'eau de roche. Ça se traduit directement par « ici, on a les meilleures infrastructures libertines ». C'est brillant, un cas d'école de marketing de niche inversé. Et il ne faut pas croire que cette industrie se repose sur ses lauriers. Elle évolue à vitesse grand V. On entre de plein pied dans ce qu'on pourrait appeler le libertinage 2.0. La clientèle rajeunit à vue d'œil. On a désormais beaucoup de trentenaires et de quadragénaires urbains avec une vraie exigence d'architecture pointue, de luxe moderne et de tables gastronomiques. Et surtout, tout est de plus en plus numérisé. On passe par des réseaux privés pour planifier son séjour, ses soirées et ses rencontres directement sur smartphone, bien avant même de poser le pied sur l'île. Pour boucler ce décryptage, cette situation nous pousse vraiment à réfléchir à l'avenir du marketing territorial. À l'heure où nos téléphones rendent ces mondes cachés de plus en plus faciles d'accès, combien de temps est-ce que les destinations vont réussir ce grand écart entre garder un attrait massif pour les familles et cultiver discrètement des micro-économies ultra lucratives, mais un peu tabou? Maintenir cette double identité, c'est un défi passionnant. Ce modèle de niche secrète pourra-t-il survivre à la transparence totale de l'ère numérique? C'est une vraie question, et ça invite clairement à repenser la façon dont les destinations vont devoir se réinventer à l'avenir.